bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de nous suivre une fois de plus pour cette nouvelle saison. On est reparti pour une saison en fait, hein, tous les lundis soirs. Alors ce soir, on vous parle, comme vous le savez, de la mélatonine qui est souvent dénommée comme l'hormone du sommeil, hein, qui est une molécule surtout connue comme étant l'hormone centrale de régulation des rythmes de chronobiologie et étant synthétisée surtout la nuit. Alors, elle régule de nombreuses sécrétions hormonales. Cette neurohormone est synthétisée à partir d'un neurotransmetteur qui est la sérotonine, qui dérive elle-même, vous le savez, du tryptophane. Alors, elle est sécrétée par la glande pinéale en réponse à l'absence de lumière. Et oui, l'absence de lumière a toute son importance. Donc, la mélatonine semble avoir de multiples fonctions autres qu'hormonales. En particulier, on va en parler comme antioxydant. Elle jouerait également un rôle particulier dans la protection de l'ADN nucléaire et dans l'ADN mitochondrial. Elle semble aussi enfin jouer un rôle dans le système immunitaire. Alors, bonsoir Amine. Tout d'abord, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la mélatonine? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde a passé de bonnes vacances et un bel été. La mélatonine, comme tu le disais très bien, c'est une neurohormone. Alors, il y a deux façons de voir les choses. On pourrait la considérer comme une hormone. Ça, je développerai un peu plus tard. Et sinon, on pourrait aussi la considérer comme un neurotransmetteur. Donc, elle a deux fonctions, deux grandes voies métaboliques, on va dire. Donc, en fait, il s'agit, comme tu le disais très bien, d'une conversion de la sérotonine vers un métabolite. Ce métabolite-là, il s'agit en fait de la sérotonine qui a été à la fois acétylée et méthylée. Donc, on obtient une molécule qu'on appelle le 5-méthoxyacétyltryptamine. La tryptamine étant elle-même la sérotonine. C'est l'autre nom de la sérotonine, tryptamine. Et donc, 5-méthoxy N-acétyltryptamine, c'est la mélatonine. Et donc, cette conversion-là se fait au niveau de l'épiphyse, ce qu'on appelle en anglais la glande pinéale, okay, au niveau du cerveau, au niveau donc de l'espace paracérébral, où on trouve à la fois l'épiphyse, à ne pas confondre avec l'hypophyse, l'hypothalamus et ainsi de suite, l'hippocampe, les amygdales, etc. Donc, on pourrait dire déjà que c'est une neurohormone, mais par contre, on ne peut pas la considérer comme neurohormone si on fait référence à sa fonction dans le cerveau, dans le système nerveux central. Là, c'est un neurotransmetteur, tout simplement parce qu'elle agit au niveau des synapses. Tout ce qui agit au niveau des synapses, ça agit à peu près de la même façon qu'une hormone. Ça a un récepteur, elle se fixe sur le récepteur et elle va transmettre, déclencher une vague de dépolarisation, transmettre un influx nerveux. Sauf que il s'agit d'une synapse, d'une transmission d'influx nerveux et non pas d'un influx plutôt chimique ou d'un flux chimique, d'un message chimique. Bon. Donc, cette mélatonine a beaucoup de fonctions métaboliques. Et puis, donc là, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la mélatonine qui est synthétisée dans le cerveau reste dans le cerveau. Elle est ensuite dégradée et éliminée. Mais la mélatonine bioactive en tant que telle synthétisée dans le cerveau, donc par l'épiphyse, reste dans l'épiphyse et donne ses effets au niveau du cerveau, système nerveux central, point, c'est tout. Donc, elle n'a pas d'autres effets en dehors du cerveau. Voilà, donc ça, c'est globalement ce qu'on sait sur la mélatonine connue, on va dire, par le grand public. Voilà. Alors, est-ce que, voilà, on connaît le schéma habituel. Est-ce que tu peux nous parler des différentes voies métaboliques dans lesquelles elle intervient? Oui, comme je le disais, elle intervient dans deux voies métaboliques principalement. Celle que je viens d'expliquer, c'est la mélatonine neurotransmetteur, qui est ce neurotransmetteur responsable de l'inhibition, on va dire, de l'activité du cerveau, de l'activité cérébrale, donc d'où son rôle dans le sommeil. Et puis, ça c'est la première voie métabolique, et puis il y a l'autre voie métabolique qui est la voie en fait périphérique, où la mélatonine va jouer un rôle au niveau de toutes les cellules de l'organisme.
Et là, c'est apparemment, je dis bien apparemment, il y a encore des recherches qui sont faites là-dessus, apparemment, elle est synthétisée par les mitochondries. Et apparemment, encore une fois, comme tu le disais tout à l'heure, la mélatonine commence à être synthétisée quand il y a absence de lumière et surtout de rayons solaires, donc vers la fin de la journée jusqu'à toute la nuit. Apparemment, l'autre mélatonine qui est synthétisée au niveau périphérique, dans la voie périphérique, serait synthétisée sous l'action de la lumière, le contraire. Donc, au cours de la journée. Donc, n'importe quelle cellule qui aurait des mitochondries, ce qui est le cas d'à peu près toutes les cellules, pourrait synthétiser une certaine quantité de mélatonine. Cette mélatonine-là serait synthétisée par les mitochondries dans le sens de l'utilisation propre pour les mitochondries, puisque les mitochondries, comme on l'avait dit à plusieurs reprises, dans plusieurs occasions, sont des sortes de, en tout cas, c'est des structures cellulaires, des organites cellulaires qui ont la même structure que des bactéries très archaïques, des bactéries, des cyanobactéries par exemple. Et donc, cette mélatonine-là va servir pour les propres besoins des mitochondries, mais pas que, puisque comme le fait aussi la mitochondrie, elle produit de l'énergie. Cette énergie, elle sert justement et en premier lieu pour le développement et la prolifération des mitochondries, mais l'excès de cette énergie va servir pour la cellule. Et donc, c'est toujours le même principe ici. Les mitochondries synthétisent la mélatonine. Cette mélatonine va servir d'abord les mitochondries et ensuite les cellules aussi. Donc maintenant, elle sert à quoi en fait? C'est quoi le but de synthétiser de la mélatonine par les mitochondries au cours de la journée? Alors, je dis bien au cours de la journée, il y a aussi une certaine synthèse la nuit par les mitochondries, mais c'est beaucoup moindre apparemment au cours de la journée. Et donc là, ça sert comme antioxydant, comme tu en avais parlé, comme anti-inflammatoire. Ça sert apparemment aussi à réguler le cycle cellulaire, donc à réguler pas mal de choses. Donc la mélatonine aurait un effet hormonal, et là on pourrait parler d'effet hormonal donc dans cette voie-là périphérique, dans le sens où cette mélatonine va avoir un effet autocrine et paracrine. Autocrine et paracrine veut dire que la cellule, donc les mitochondries de la cellule, vont synthétiser cette mélatonine pour qu'elle agisse sur cette même cellule. Et paracrine pour qu'elle agisse sur les autres cellules qui sont à côté aussi. Donc, effet autocrine et paracrine. Et on pourrait aussi avoir un effet endocrinien. Si maintenant on a suffisamment de synthèse de mélatonine par toutes les cellules, par toutes les mitochondries des cellules, ou alors on pourrait avoir ce même effet si l'on prend de la mélatonine par voie exogène en quantité suffisante. Et là, quand je dis en quantité suffisante, ce n'est pas les doses qu'on utilise, c'est des doses extrêmement élevées qui nécessitent bien sûr une surveillance médicale. Ce n'est pas des dosages à utiliser. Pour nous donner une échelle, quand tu parles de doses extrêmement élevées, ça correspond à quoi? Alors, les doses classiques qui sont utilisées, on part en fait de quelques fractions de milligrammes jusqu'à quelques milligrammes. Ça, c'est l'utilisation classique. Mais encore une fois, ici, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler après de la division entre les... Enfin, il y a des limites de dosage, etc. Et puis là, on parle en fait en dizaines de milligrammes. L'effet... pour qu'en fait, c'est simple. Pour que la mélatonine reste au niveau périphérique, il faudrait des doses importantes parce que la mélatonine est faite pour être absorbée au niveau de la barrière hémato-encéphalique et donner cet effet de neurotransmetteur. Donc, si on en prend juste un tout petit peu, ça passe au niveau du cerveau quasiment entièrement. Si on prend beaucoup, voire beaucoup trop, à ce moment-là, ça va avoir des effets endocriniens périphériques. Donc, ce qui pourrait donner des effets secondaires et tout ça. Donc, pour résumer, deux grandes voies. La voie de la mélatonine en tant que neurotransmetteur produite
par l'épiphyse, la nuit principalement, en fin de journée. Et la deuxième voie, la voie périphérique, la mélatonine produite par les mitochondries au cours de la journée principalement, et donc qui va avoir un effet autocrine, voire paracrine, voire dans certains cas endocrinien. Donc, on l'entend ici dans la manière dont tu nous présentes les voies métaboliques. On peut imaginer qu'il y a pas mal d'applications et du coup, pour ça, et si tu devais choisir quelques applications les plus connues, les plus reconnues, ce seraient lesquelles? Oui, il y a une liste longue comme le bras Ouais. d'applications de la mélatonine. Bien sûr, il y a des applications qui sont bien documentées, d'autres qui sont beaucoup moins documentées, qui nécessitent beaucoup plus de recherche, mais ce qu'on sait, ce que tout le monde sait par rapport à la mélatonine, son utilisation principale et son indication numéro 1, c'est le sommeil. Pas n'importe quel type de trouble du sommeil. Il y a certaines caractéristiques, certains signes qui font penser à un déficit en mélatonine. Donc, globalement ici, on pourrait avoir, dans cette indication principale de la mélatonine qui est le sommeil, ou les troubles du sommeil, on pourrait avoir en fait un déficit de mélatonine qui pourrait être dû à un déficit de sérotonine, puisque tu le disais tout à l'heure, donc mélatonine, donc la voie métabolique en fait c'est tryptophane, sérotonine, mélatonine. Et donc si on a moins de sérotonine, pour une raison ou une autre, parce qu'on a moins de tryptophane ou etc., ou des cofacteurs ou autres, on va avoir forcément moins de mélatonine au niveau cérébral, puisqu'ici on parle au niveau cérébral. Cette fonction-là de trouble du sommeil, ça fait appel à cette première voie qu'on a vue de la mélatonine en tant que neurotransmetteur inhibiteur. Donc, mélatonine en tant que neurotransmetteur inhibiteur, on peut en avoir moins parce qu'on a moins de sérotonine. On peut en avoir moins sans pour autant avoir moins de sérotonine. Bien que ce qui est le plus souvent répandu, c'est d'avoir moins de sérotonine et donc moins de mélatonine. Mais on peut très bien aussi avoir beaucoup moins de mélatonine comparé à ce qu'on a en termes de synthèse de sérotonine. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour passer de la sérotonine vers la mélatonine, on a dit ça se passe au niveau de l'épiphyse, de la glande pinéale, et il faut ici une bonne méthylation et une bonne acétylation. On peut très bien avoir une mauvaise méthylation, une COMT qui fonctionne au ralenti. Une COMT, c'est catéchol-O-méthyltransférase. C'est une des enzymes qui fait cette méthylation et qui, c'est en fait un certain type de méthylation précis qu'on appelle la O-méthylation, ce qui donne le méthoxy. Le méthoxy, c'est méthoxy, comme je disais tout à l'heure, la dénomination complète de la mélatonine, c'est 5-méthoxy N-acétyltryptamine. Le méthoxy, c'est le OCH3. C'est le groupement O, oxygène, CH3-méthyle. C'est ça, en fait. Et donc, quand on a une COMT qui ralentit, la voie, en fait, la réaction de la sérotonine vers la mélatonine marche au ralenti aussi. Donc, on peut très bien avoir suffisamment de sérotonine avec moins de mélatonine. Donc, il y a ces deux possibilités-là. Et donc, dans la pratique, en général, les problématiques de déficit en mélatonine, ils sont soit liés à de la dépression. Comme je disais souvent, c'est un déficit en sérotonine, donc on peut obtenir aussi une dépression, compulsion glucidique, etc. Soit c'est juste des problèmes de sommeil. Et donc, les problèmes de sommeil, c'est tout simplement quand on a moins de mélatonine, on a du mal à s'endormir. Et puis, la qualité du sommeil est perturbée dans le sens où on se réveille souvent et on a du mal à se rendormir ensuite. Donc, souvent, c'est à partir de 11 heures, minuit, et puis jusqu'au milieu de la nuit, 3 heures du matin, 3h30, 4 heures du matin, cette tranche horaire-là où le sommeil est extrêmement perturbé, c'est là où on devrait en fait avoir un pic de mélatonine. Et donc, si on a moins de mélatonine, on va avoir un pic moins important et donc on va avoir ces manifestations-là sur
ces troubles du sommeil. Du sommeil, ouais, de réveil Voilà, donc ça, fréquent. c'est pas, on va dire, l'application principale de la mélatonine. Mhm. Alors, avant de continuer mes questions, je vais juste oui, inviter Véro Chambala. Alors, vous le verrez, chaque lundi, ou presque chaque lundi, on recevra maintenant un invité qui, Amine, gardera son côté science, et on aura à chaque fois un invité qui nous fera part soit de son expérience de terrain, soit en tant que médecin naturopathe nutritionniste, soit de son expérience de terrain en tant que patient ou qu'utilisateur. Et ici, ce sera le cas avec Véronique, que tout le monde connaît sur les réseaux sociaux, sur le pseudo de Véro Chambala. Salut Véro. Coucou. Salut Véro. Merci de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre. Merci à vous. Alors, on continue et je fais appel juste à toi juste après. Comme ça, tu as le temps de te mettre dans le bain aussi. Et, voilà. Alors, Amine, pour revenir là, on sait qu'il y a différentes formes. Il y en a soit en comprimé, il y en a soit en spray. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces différences déjà? Bah, la forme la plus connue, c'est la forme en comprimé, qu'on trouve classiquement en pharmacie. Ok. Et donc, et puis il y a aussi la forme en spray. La forme en spray a un intérêt particulier, c'est qu'elle permet en fait une diffusion plus importante au niveau de la cavité buccale. Et donc, l'absorption de la mélatonine va se faire plus vite et plus efficacement. Et bien sûr, il y aura toujours une certaine quantité de mélatonine qui va passer au niveau de l'estomac et ensuite au niveau de l'intestin et s'absorber classiquement comme n'importe quel type de mélatonine. Et puis, donc, la forme en comprimé, c'est la forme classique par voie orale qui va s'absorber aussi classiquement. Donc, si on voudrait on pourrait, si on voudrait faire en fait un classement par rapport à ces formes-là, en fonction de l'utilisation, en fonction de ce qu'on voudrait utiliser. Si on cherche plutôt, donc si un professionnel de santé cherche plutôt à prescrire une mélatonine qui serait plutôt bien dosée, à ce moment-là, je pense que le mieux, c'est de s'orienter vers des comprimés qui seront un peu plus dosés, bien qu'on pourrait obtenir la même chose aussi en augmentant le nombre de pulvérisation par du spray. Et puis le spray, ça a plutôt un côté simple d'utilisation, bien que souvent moins dosé que le comprimé. Donc, moi, je préférais utiliser du spray que du comprimé dans le sens où ça a un petit côté simple d'utilisation et donc ça augmenterait plutôt plus la compliance du patient et ça sort un petit peu du cadre de l'utilisation classique où on doit prendre des comprimés, des gélules à chaque fois. Oui. Alors, nous, on le sait, chez Nutrilogix, notre laboratoire NRD, on a créé justement un spray mélatonine qui reprend de la passiflore et de la mélisse avec la mélatonine. Est-ce que justement, pour en arriver là, est-ce que tu peux nous parler des différentes synergies intéressantes et utiles? En sachant, et je le répète quand même, avant que tu nous prennes la parole, que tu fais partie de l'équipe scientifique et que, inévitablement, pour une composition comme on l'a fait pour le spray mélatonine, le brain mélatonine, eh bien, tu as participé à cette composition-là et que j'imagine qu'il y a tout un intérêt à mettre de la passiflore et de la mélisse dedans. Mais comme ça, les gens le savent. Oui, ils ont pris en compte ce que j'avais recommandé, notamment donc, le fait d'ajouter de la mélisse et de la passiflore. Donc ça, c'est très bien. Il y a aussi d'autres plantes qu'on peut ajouter. Alors, l'intérêt ici, c'est pas de faire une collection de plantes et de composants qu'on mettrait sur un seul produit. Ça, c'est pas du tout intéressant et en plus, ça serait hors de prix. Et ça n'augmenterait pas forcément l'efficacité. Voilà. Et donc, la mélisse, la passiflore, ça, c'est très intéressant parce que ça a un effet calmant sur le système nerveux. Il y a aussi donc dans la mélisse et surtout dans la passiflore des composés qui sont mélatonine-like, sérotonine-like, voire GABA-like.
des composés qui ont des effets similaires à tous ces neurotransmetteurs-là. Il y a aussi notamment la valériane, par exemple, et puis d'autres plantes également qu'on peut utiliser dans ce sens. Le GABA aussi est intéressant, c'est un complément intéressant à la mélatonine, puisque le GABA est aussi l'autre neurotransmetteur inhibiteur très puissant du système nerveux central et surtout du cerveau. Et donc, il peut être utilisé dans le cas des troubles du sommeil également qui ne peuvent être résolus avec un apport de mélatonine ou alors qui n'ont pas le même schéma en fait clinique d'un déficit en mélatonine. Donc, le GABA est un neurotransmetteur inhibiteur généralisé. Et on avait, je crois, fait une conférence là-dessus. Avant, on avait parlé déjà du GABA. Il y a aussi le magnésium qui est intéressant, la taurine. Donc, tout ça, ce sont des micronutriments. En fait, le principe ici, c'est de renforcer l'effet inhibiteur de la mélatonine. Donc, on pourrait, en fonction des situations, le professionnel de santé, le thérapeute pourrait associer l'une ou l'autre des composants. Maintenant, comme je disais avant, il va falloir aussi s'interroger sur la cause du déficit en mélatonine. Donc, est-ce que c'est plutôt une cause de déficit en sérotonine? Et à ce moment-là, ça serait associé avec des signes dépressifs, d'anxiété, etc. Bon. Est-ce qu'il n'y aurait pas un défaut de méthylation, par exemple? Et à ce moment-là, on rajoute toute la gamme des nutriments qui sont stimulateurs de la méthylation aussi. Voilà, donc on peut associer pas mal de choses avec la mélatonine en fonction de la situation. Ok, alors dernière question pour ta part en tout cas, les précautions d'application et d'usage? Oui, donc ce que je disais tout à l'heure là sur les dosages, là, j'avais abordé un petit peu les dosages de la mélatonine. C'est pas des dosages maintenant que je donne ici pour utiliser. C'est pas utilisé par le grand public. Juste pour expliquer une notion importante, c'est que la mélatonine, au-delà d'un certain dosage, est considérée légalement comme un médicament. En fait. Alors c'est un médicament sans ordonnance, qui peut être délivré sans ordonnance, mais c'est un médicament quand même. Donc, 0,3 mg et plus, donc 0,3 mg incluse, et plus, là, c'est considéré comme un médicament. Donc, il faut avoir normalement, même pour tous les autres compléments alimentaires, il faut avoir quand même un avis de son professionnel de santé ou thérapeute, en tout cas formé en nutrithérapie, en nutrition. Sinon, comme je disais, on a dans les essais cliniques, on a différents usages en fait de la mélatonine et en fonction des protocoles qu'on trouve dans les essais cliniques, on a de la mélatonine à petite dose, d'accord? Et donc là, à petite dose, c'est pas les 0,2 ou ce qui est inférieur à 0,3, ça on trouve extrêmement rarement dans les essais cliniques, ça n'existe quasiment pas. On trouve par exemple des dosages autour de 1 mg, 2 jusqu'à 5 mg. Voilà. Ça, c'est une tranche de dosage qui est relativement normale, on va dire, de mélatonine, qui convient à ces problématiques de sommeil. Bien sûr, comme je disais, il faut toujours prendre avis de son professionnel de santé. Et puis, il y a des doses qui sont considérées comme des mégadoses à ne pas utiliser, sauf recommandation du médecin traitant avec surveillance étroite parce que ça risque de donner aussi des effets secondaires, notamment des crises d'hypoglycémie, une baisse de la tension artérielle. Enfin, il y a tout un tas de problématiques qui peuvent apparaître quand on prend des doses trop élevées de mélatonine. Ça, je le dis aussi pour pas en abuser parce qu'on a tendance à considérer comme un peu comme le paracétamol ou autre, à considérer que c'est des médicaments anodins et que on pourrait en prendre tant qu'on veut. Non, il y a une certaine toxicité au-delà d'un certain dosage, et donc il faut faire attention à ça.
qu'est-ce qu'on a d'autre sur… donc, on a dit les précautions d'usage, et dans les précautions d'usage, on a également des interactions avec des médicaments. Je ne saurais citer maintenant une liste complète ici, mais on pourrait avoir, par exemple, des interactions avec des antidiabétiques, des antihypertenseurs, des anticoagulants aussi, des immunosuppresseurs. C'est des interactions générales faibles à modérées, donc il faut faire attention à ça. Et là, je m'adresse en fait ici aux professionnels de santé afin qu'ils puissent surveiller ces problématiques-là et avoir en tête donc toutes ces interactions-là. Et donc, c'est pas, comme je disais, une liste exhaustive de ces interactions, mais il faut faire attention à ça. Et puis, il y a une dernière chose par rapport à la mélatonine, qu'on remarque en fait quand on utilise la mélatonine sur le long terme, c'est qu'on obtient une sorte d'effet adaptatif où la mélatonine qu'on utilisait avant avec un certain dosage ne suffit plus et qu'il faut à chaque fois augmenter le dosage. Et ça, c'est dû au fait que la mélatonine va avoir en fait une certaine capacité d'absorption à travers ces transporteurs-là qui permettent son absorption. Première chose. Deuxième chose, les récepteurs de la mélatonine au niveau des synapses mélatoniniques, à ce moment-là, les récepteurs vont être diminués aussi. De la même manière que les transporteurs aussi au niveau intestinal seront diminués également. Et donc, toutes ces problématiques-là qui peuvent aussi être liées à une baisse de l'efficacité de la mélatonine à dose égale, malgré qu'avant, on avait avec la même dose un effet intéressant. Donc, avec le temps, on aura de moins en moins d'effets, on est obligé d'augmenter la dose. En fait, il s'agit ici juste d'une adaptation épigénétique où le gène qui code pour le transporteur ou le gène qui code pour le récepteur va être réprimé de plus en plus. Et ça, c'est un principe en biologie moléculaire, en physiologie, qui est très connu, pas uniquement propre à la mélatonine. C'est que quand vous prenez des produits, des composants plutôt à des doses élevées, les gènes qui codent pour ces protéines-là, ces récepteurs, enzymes, etc., vont être de plus en plus réprimés. On obtient de moins en moins de récepteurs et de transporteurs, et donc la mélatonine sera moins absorbée et va avoir moins de récepteurs pour se fixer, donc va donner moins d'effets. Et donc l'idéal ici, et ça aussi c'est une recommandation pour les professionnels de santé, l'idéal c'est de commencer avec des petites doses de mélatonine et d'augmenter progressivement. Si on commence avec une dose d'emblée élevée, on n'aura pas de marge ensuite pour pouvoir augmenter. Voilà. Est-ce que le fait le faire je reprends mes mots, je les remets dans l'ordre. Le fait de reprendre de faire des pauses entre deux, est-ce que ça pourrait avoir une importance? Est-ce que ça pourrait jouer là-dessus? Oui, c'est important de faire des pauses. Il n'est pas du tout recommandé de prendre la mélatonine en continu, faire quelques semaines une cure de quelques semaines et ensuite quelques semaines d'arrêt et puis ainsi de suite, et on revient si nécessaire. Et puis les synergies aussi permettent de diminuer cet effet adaptatif, et puis également le fait de ne pas juste réfléchir de façon linéaire et de dire le patient a du mal à dormir, je donne de la mélatonine, ça doit fonctionner. Ça, c'est la façon linéaire de fonctionner qui ne marche pas ou qui marche juste au début et ensuite ça ne marche plus. Il faut avoir une réflexion complexe et de se poser des questions sur les causes qui ont fait que. Et donc à ce moment-là, on est sur des protocoles, un ou plusieurs protocoles qui sont plus complets, et voire on est sur une prise en charge multidisciplinaire ou transdisciplinaire. Voilà. Ok, merci. Eh bien, merci Amine. Je reviendrai peut-être tout à l'heure pour quelques questions. Et c'est le moment pour moi d'accueillir Véronique. Voilà, Véronique, moi, je t'ai invité ce soir parce que tu es coach en nutrition, et surtout, je voulais t'appeler pour nous parler de ton expérience quand tu nous as dit que tu nous as décrit la manière dont tu t'es sevré des benzos grâce à la mélatonine. Alors, explique-nous tout ça.
Oui, bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation en tout cas. Oui, bah, je pense que tout le monde sait maintenant que j'ai fait un gros burn-out il y a quelques années. Et donc, malheureusement, au cours de ce burn-out, bah, j'ai commencé à avoir de gros problèmes de sommeil. Évidemment, Mhm. qu'est-ce qu'on m'a prescrit? Un somnifère que malheureusement, j'ai pris pendant 4 ans. Donc, on s'imagine les dégâts que ça peut faire et surtout, je pense, l'accoutumance, en fait, parce que bah, le corps s'habitue. Le problème, c'est que le résultat sur le long terme n'est pas efficace parce qu'on n'a pas de sommeil réparateur. On se Mhm. lève un petit peu comme un zombie, si je puis dire. Donc, et comme Amine expliquait par rapport à la mélatonine, c'est bien pire avec les benzos, ben, c'est qu'on en a besoin de toujours plus. Donc, au début, je prenais une petite dose et puis au fur et à mesure, c'était plus assez. J'augmentais, mais je n'étais jamais reposée. Et puis, ben, j'ai eu la chance d'être prise en charge en médecine fonctionnelle. Et là, le docteur Isimon m'a prescrit de la mélatonine, en plus de la prise en charge globale, bien sûr, Mhm. hein, ça va de soi. Et en fait, ce que j'ai dû faire, c'est me sevrer des somnifères. Mhm. Et je me souviens des mots du docteur Isimon qui me disait se sevrer des benzos, c'est comme se sevrer d'une drogue dure. Franchement, c'est vrai. Je peux en témoigner, mais je dois dire que grâce à la mélatonine, mais j'ai pu le faire d'une façon plus douce et Mhm. par étapes. Donc, c'est-à-dire comment j'ai fait, j'ai diminué petit à petit le somnifère. J'ai commencé à prendre de la mélatonine en spray et c'est vrai que, comme Amine le disait, en spray, c'est quand même facile parce que ça m'a permis de diminuer en même temps le somnifère et d'augmenter petit à petit la mélatonine. Mais je l'ai fait pardon, vraiment sur le long terme. Ça m'a mis 6 mois, plus ou moins, de me sevrer de ces 4 ans de somnifère. Et donc, au fur et à mesure que je diminuais le somnifère, j'augmentais un petit peu la dose de mélatonine, ce qui m'a permis à terme de ne plus avoir besoin du tout de somnifère et d'utiliser uniquement la mélatonine. Donc, et honnêtement, ben, ça a sauvé mon sommeil parce que Mhm. depuis que je prends la mélatonine, ben, petit à petit, j'ai vu la différence. J'ai commencé à mieux dormir, j'ai recommencé à rêver parce que sous benzo, j'avais plus de rêves. Mhm. Moi qui rêvais beaucoup avant, j'avais presque plus du tout de rêves, je savais presque plus ce que c'était. Et donc, petit à petit, tout est revenu à la normale. Donc, moi, franchement, la mélatonine, ça a clairement sauvé mon sommeil et ma qualité de vie, évidemment aussi. Oui, voilà, on en parlait tout à l'heure justement avec Amine avant que tu nous rejoignes. Ça fait partie effectivement des applications qui pourraient être vues par les gens pour éviter Oui. de trop s'empoisonner avec quelque chose. Même si, on le répète, on n'est pas en train de dire ce soir, arrêtez Ah non, non, votre médication et changez, mais je il pense faut le que faire avec prudence voilà, pour ceux qui sont suivis par un professionnel et ou suivi. si vous êtes professionnel de la santé, on peut effectivement s'y intéresser. Amine, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Oui, j'ai une petite question par rapport à Véro, par rapport à Oui. sa prise en charge. Donc, par rapport au sommeil, il y avait que de la mélatonine ou est-ce qu'il y avait d'autres choses associées avec? Ah non, mais là j'ai eu une prise en charge globale, donc j'ai eu la prise en charge hormonale déjà parce que j'avais Mhm. j'avais de l'anxiété, donc on a rééquilibré bien sûr mes hormones féminines. Je prends du GABA aussi, donc il n'y a pas que la mélatonine. Hmm. Mais c'est Oui. vrai que c'est ça qui m'a servi, je pense, le plus à me sevrer des somnifères. Mais c'est une prise en charge globale au niveau hormonal. Ben, j'étais déficiente en hormones féminines, en cortisol, tous les neurotransmetteurs. Enfin, c'était une catastrophe. Donc, il a fallu vraiment tout rééquilibrer. Et la mélatonine, c'est un des Oui. compléments que je prenais, mais c'est vraiment ça qui m'a permis de diminuer et d'augmenter, donc, enfin, diminuer le benzo et d'augmenter la mélatonine pour ne plus prendre que ça. Et ce que j'aime aussi avec la mélatonine, c'est que, OK, il y a une, comme tu disais, une accoutumance, mais on n'a pas ces symptômes de sevrage. Si on ne prend pas de somnifères, on a des symptômes de sevrage, ce qu'on n'a absolument pas avec la mélatonine. Exactement, oui, c'est exact. En fait, c'est un effet plutôt adaptatif et non pas un effet d'accoutumance, en fait. C'est Voilà, c'est ça. plus, ouais, quand on n'en prend pas, on n'en prend pas. Voilà. Voilà, c'est Le, ça, le pire exactement. qui puisse arriver, c'est qu'on dort pas bien et c'est Oui, tout. on dort un peu Et moins bien, mais ouais, c'est pas. voilà. Voilà. Euh, et puis, par rapport au sevrage aussi des benzodiazépines, je pense qu'on avait abordé un petit peu ce sujet, Cédric, si tu te souviens, dans la conférence GABA. Sur le GABA, oui, oui, tout à Oui, fait. Oui. où on disait que le GABA avait, enfin, utilisé en tout cas les mêmes récepteurs que les benzodiazépines, ou en tout Mhm. cas plutôt le récepteur GABA avait un emplacement, un endroit, un site
où les benzodiazépines venaient se fixer sur ce site-là. Il est vrai que pour donc la mélatonine en spray de chez NRD, il y a à la fois la mélatonine, il y a aussi le passiflore et mélisse. Et donc, passiflore contient en fait des composés qui sont GABA-like. Peut-être que aussi les composés contenus dans le passiflore aussi ont aidé aussi dans ce sevrage également. La progestérone aussi est intéressante parce que ça augmente la sensibilité à tous les neurotransmetteurs en fait, y compris la mélatonine. Oui. Oui, tout à fait. J'ai senti la différence aussi avec la progestérone, mais c'est un tout. Hein. Et comme on disait, j'insiste vraiment, et quand j'en parle à des personnes, à des patients, j'insiste vraiment sur le suivi quand on doit se sevrer d'un benzo, d'un somnifère, parce qu'il y a des gens qui auraient tendance, j'en ai déjà entendu plein, je l'ai fait moi-même à un moment donné, hein, d'arrêter d'un coup, c'est une catastrophe. Hein. Donc, surtout à ne pas faire et à le faire vraiment en diminuant petit à petit, en augmentant comme j'ai fait. Enfin, maintenant, ça dépend. De toute façon, en médecine fonctionnelle, en Nutri, c'est au cas par cas, ça on le sait. Mais vraiment, ne jamais arrêter un traitement comme ça du jour au lendemain, parce qu'on se retrouve avec des symptômes de sevrage terribles. Tandis que là, on peut le faire en douceur. Ce sera sur du long terme, peut-être sur quelques mois. Mais on s'en sort et on n'en a plus besoin après. Donc là, c'est super. Il faut faire attention à ne pas faire n'importe quoi. C'est ça, il faut s'encadrer par un professionnel de santé qui est bien formé et qui s'y connaît très bien. Donc, ça, c'est important. Oui. Surtout qu'on diminue d'un côté les doses, on augmente. Bon, voilà, il faut tester un petit peu, mais pour trouver un équilibre, et ça se fait par étapes, hein, pas en une seule fois, parce que de toute façon, je crois que ça ne fonctionnerait pas. C'est ce qui est important aussi, hein, c'est de pouvoir d'une part s'écouter et ne pas vouloir aller trop vite. Exact. Trop vite, trop fort. Et il faut vraiment parfois ça peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines parfois pour trouver le juste dosage au moment où il faut. Hein. Je ne sais pas si... eh bien, merci. Ah oui, j'avais juste quand même quelques questions. Est-ce que l'exercice physique peut aider à augmenter la mélatonine? Oui. Absolument. Je pense que Véro aurait dit oui de toute façon, acharnée de sport comme elle est. Et je pense que j'aurais été vers la même chose, vous dire la même chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Elle serait intéressante pour elle serait intéressante, pardon, pour la protection de l'estomac dans tout ce qui est ulcère et gastrique. Est-ce que vous la préconisez dans ce cas ou pas spécifiquement? Oui, il y a quelques études là-dessus. Comme je disais, il y a une liste extrêmement longue des utilisations de la mélatonine. Maintenant, à utiliser que la mélatonine pour cette problématique-là, bon, je dirais qu'il y a pas mal d'autres choses qui sont plus intéressantes et plus efficaces que ça. Mais pourquoi pas? Comme disait Véronique, c'est au cas par cas. Et puis, oui, pourquoi pas? Mais restons quand même sur des indications bien connues et bien ciblées et bien documentées. Donc, les troubles du sommeil, ça, c'est vraiment l'utilisation phare de la mélatonine. Voilà. Ah oui, j'ai Jamel qui nous demande la valentinine. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? J'en dis rien du tout parce que ça n'existe pas en fait. C'est pas, il n'y a jamais eu de. Ou alors je ne m'y connais pas ou j'ai pas vu de papier là-dessus, mais je sais que ça n'existe pas en termes de molécules parce qu'une molécule, c'est pas juste un nom. Oui. C'est souvent un nom grand public qui peut être décliné en un ou plusieurs noms chimiques très complexes et puis une forme moléculaire et puis au-delà de la forme et du nom, une réalité. Une molécule, c'est une réalité. Hein. C'est comme la table et la chaise et l'ordinateur et moi et toi. C'est quelque chose qui existe réellement. Mais à ma connaissance, ça n'a jamais été isolé ni voilà. Après on peut appeler une autre, enfin n'importe quelle molécule, on peut l'appeler autre chose. On peut appeler une chaise une table, une voiture un camion, on peut faire ça, mais c'est selon moi une molécule qui n'existe pas, en tout cas pas pour l'instant.
Ok, merci. Eh bien, merci à tous les deux Merci à vous. pour votre aide, Merci. pour votre présence. Je vous donne rendez-vous à tous et à toutes lundi prochain, évidemment, à 18 heures comme chaque lundi. Chaque lundi, ou presque chaque lundi, on aura un invité. Donc, n'hésitez pas si vous avez un sujet de prédilection ou quelque chose sur lequel vous aimeriez, en tant que thérapeute ou en tant que patient, client, envoyez, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et à très bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Salut à tous les deux. Au revoir. Salut.